Bonjour, ici Gabi et Eni de Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous faire part d'une rubrique Commerce Pakizar que nous avons réalisée avec Francis Trauning, détenteur du magasin d'habits Père et Fils, qui nous parle de sa vie, de son commerce, de sa passion la photo, de la vie en général et du quartier des Pakis. Un moment formidable passé dans le stock de son magasin, situé sur la rue de Berne, au numéro 8. Par exemple, ta schizophrénie, ouais, pourquoi Je peux parler de ma schizophrénie. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est l'historique quand même. Ouais, mais on est l'écume de son passé, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Hein. Ouais. Mais la schizophrénie, c'est en même temps, si tu veux, la genèse à 20 ans, je fais un apprentissage à 20 ans, je décide de foutre le camp, je mets le sac sur le dos, je pars 2 ans autour du monde, et le commerce ne m'intéressait absolument pas. Donc, ce monde binaire, ce monde où on se bat, ce monde du plus et du moins, sans intérêt pour moi, je prends mon sac, je fous le camp. Et après 2 ans, à courir le fil de l'horizon, je reçois un télégramme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp ou Signal et compagnie. Je reçois un télégramme de ma mère qui dit « Je vends le magasin, est-ce que ça t'intéresse ? Ton frère veut pas. » J'étais en Californie, j'allais m'installer en Californie. Je me suis dit, je rentre, je me refais 10 ans, j'accumule, je thésaurise et je repars voyager. Et puis, résultat des courses, ça fait maintenant 45 ans que je suis dans le magasin et je me suis rendu compte qu'on pouvait voyager en faisant du surplace. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du monde dans mes 90 mètres carrés sur un vélo d'appartement. Dans le sens où quand tu voyages, tu prends le bus, tu vas à Cointrin, tu prends l'avion, tu arrives dans une île, tu prends un tuk-tuk, tu remontes une rivière en pagaie sur une pirogue, et tu vas découvrir, tu vas t'ahurir de la beauté du monde. Et là, tout d'un coup, dans le magasin, c'est le contraire qui est arrivé. Le gars, il prend sa pirogue, il prend le tuk-tuk, il prend l'avion, il vient à Genève et il passe par le magasin. Donc, je veux dire, pour moi, la relation au monde ou au paysage, elle passe toujours par les gens. Et c'est parce que j'aime les gens que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin forcément de courir sur le fil de l'horizon, quoi. Donc ça m'a permis de rencontrer tous les jours, tu as 15, 20, 25 personnes qui viennent, qui traversent ton espace, qui tirent leur histoire comme une baffe d'escargot et puis qui t'amènent leur monde. Alors parfois le contact se fait, puis parfois pas. Donc et j'ai adoré et j'aime la photographie depuis très longtemps et quelque part je me suis rendu compte, j'aime les images et je me suis rendu compte que les fringues, c'est une image dans laquelle on s'enfile et qu'on met en mouvement. Donc j'étais pas loin de mon amour de la photographie et au début, j'étais évidemment un peu... Quand tu reprends une affaire, tu dois beaucoup ramer, j'ai beaucoup bossé pour maintenir cette petite entreprise, une toute petite entreprise à flot.
Ça demande un engagement physique, mental. Quand le matin tu mets la clé dans la porte, tu mets en marche un truc binaire. Tu dois être dans le plus, tu peux pas être dans le moins. Donc, et ça t'occupe la tête continuellement, même le soir, même la nuit, à 3h33 du matin. Je veux dire, quand on est un petit commerçant, c'est difficile. Il faut savoir prendre des risques parce qu'il n'y a pas de gain sans risque. Donc, tout d'un coup, j'ai découvert ce monde-là. J'ai découvert le monde de la mode, qui est un monde spécieux, de sophistes, un monde. Moi, j'aime la mode m'intéresse pas parce que quand on est à la mode, c'est déjà trop tard. La mode, c'est un concept qu'on inocule dans la tête du chaland, du client, et on lui dit vous n'êtes plus à la mode. C'est une forme d'obsolescence, et au lieu que le produit se désagrège lui-même, le client le fout à la poubelle. Mais c'est pervers, c'est incroyable. Et donc, moi, j'ai plutôt axé mon plaisir et mon goût du commerce sur la matière. J'ai toujours été avant tout un vendeur de matière. Moi, j'ai aimé les matières, j'ai appris les matières. Aujourd'hui, on ne me la fait plus. Aujourd'hui, les jeunes représentants de l'industrie, je vais passer pour un vieux con, mais les jeunes aujourd'hui te disent monsieur, mais touchez-moi la noblesse de ce synthétique. Le synthétique, il n'a pas de noblesse. Je veux dire, c'est de la foutaise. Ça me fait penser aussi. Moi, j'ai aussi un peu un frein vis-à-vis de la mode, et j'applaudis des deux mains les gens qui aujourd'hui achètent des habits troués, déchirés. C'est-à-dire que je trouve génial, parce qu'il fut un temps, il me semble, où comme tu disais, le vêtement, c'est aussi une part de dignité, et on se serait jamais présenté avec un habit troué. Et aujourd'hui, on va acheter des habits défoncés et on va les payer 2 fois plus cher. Moi, j'applaudis des deux mains la capacité qu'a le système de la mode à faire adhérer des choix. Non mais dingue, incroyable. Mais c'est pervers, c'est incroyable. Ouais. J'ai un ami, je le citerai pas, qui a un magasin haut de gamme. Lui vient acheter ses fringues chez moi. Il comprend pas que ses clients fortunés achètent des jeans à 1500 balles, troués. Mais il les vend. Il les vend. Donc voilà, donc je suis embarqué dans cette histoire, j'y prends goût, et je pense que j'ai pu y voir clair, j'ai pu avoir une certaine lucidité, parce que j'ai une distance affective vis-à-vis de mon produit. Je voulais faire un petit retour en arrière pour savoir, pour te demander par rapport au voyage que tu as finalement plus fait. Ouais. Si, selon le dicton, on dit les voyages forment la jeunesse, après 2 ans de tour du monde, tu étais plus jeune et tout d'un coup tu avais une maturité qui te fait voir le voyage différemment. Non, mais le voyage, je veux dire, le voyage, qu'est-ce qu'il a révélé ? Le voyage, il te révèle. Après, j'ai évidemment, j'ai refait des voyages. Quand j'ai repris et que très jeune, j'avais beaucoup de dettes. À 25 ans, j'avais quelques centaines de milliers sur les épaules qu'il fallait que je rembourse à la banque. Les taux d'intérêt étaient à 6,5. Je veux dire, j'avais pas un rond, donc j'ai dû m'endetter. Donc, et une fois que la machine était lancée, j'ai eu la chance aussi de tomber dans une période de prospérité. Où j'ai eu cette chance-là, d'être sur la vague de la prospérité. Je pense que, disons, après, pour pas
que la frustration commence à me corroder, j'ai fait de la photographie, je cherchais un studio et je me suis rendu compte que mon espace était assez grand pour le transformer le soir en studio. Donc j'ai au début suspendu un linge, un lin devant mes fringues parce que j'avais de la hauteur, parce que pour faire du portrait, il faut un peu de hauteur pour les flashs et tout. J'avais planqué des flashs dans mes stendres qu'on voyait pas et le soir, je tirais le portrait de clients que je rencontrais la journée, auxquels je demandais s'ils avaient envie d'être photographiés. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était complètement con d'occulter mes vêtements avec un tissu et que mon mur de costume ferait un formidable fond. Et donc, j'ai commencé à photographier quand je le pouvais. Alors j'ai pu vivre, si tu veux, les pieds sur terre, mon métier de commerçant, et la tête dans les nuages ou dans les flashs, ma passion de photographe. Donc, ce que je faisais, quand je rencontrais quelqu'un qui m'ébouriffait, parce que tu as tout d'un coup un monsieur qui vient avec une poitrine qui est en femme, qui a une poitrine avec des ballons gonflés de flotte et puis qui veut s'acheter un pull. T'as tout d'un coup une libellule qui rentre. Un jour, j'ai une libellule qui rentre dans le magasin. J'avais toujours mon appareil prêt. Je cours après cette libellule. Je veux dire, comme je disais avant, c'est un lieu de passage, un commerce, un lieu de passage phénoménal. Comme l'est un bistrot, comme le sont les commerces qui sont ouverts. Comme le sont les commerces qui sont ouverts sur la rue. Donc j'ai commencé à photographier et j'ai 1500 portraits de clients. Sur 40 ans de... J'ai 1500 à peu près, j'ai bossé 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai photographié un portrait par semaine. Donc j'ai des milliers de portraits. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, Tronic, t'es en train de... Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Et puis j'ai décidé d'arrêter et de faire un bouquin avec les plus emblématiques, avec les gens les plus... Et j'ai fait un petit livre avec des textes et je racontais l'histoire d'un macro, l'histoire d'un flic, l'histoire d'une contractuelle qui avait le cœur sur la main, l'histoire d'un ami... qui a des troubles cognitifs, l'histoire d'un escroc, etc. Et puis et l'histoire d'un... Et j'ai fait... Puis ce boulot, il a eu un peu d'écho, évidemment, parce que un artiste avec un petit A, hein, il doit un peu gonfler sa pompe, il gonfle toujours un peu son ego à la pompe à vélo, donc pour vendre mon livre, j'ai dû faire comme maintenant, blabla et compagnie, donc puis j'ai un client qui me dit, mais Monsieur Tronic, je suis désolé, j'ai vu que vous photographiez vos clients, moi je suis un bon client, comment ça se fait que vous m'ayez jamais demandé de poser pour vous? Je lui dis, mais monsieur, moi je photographie les gens qui ont un certain relief, qui ont parfois une fêlure, qui ont quelque chose, une aspérité. Vous êtes trop lisse, vous avez quoi, vous? C'était vendredi. Et il me dit, moi j'ai un cheval. Je lui dis, venez avec votre cheval. Je lui dis ok, puis il me dit je viens lundi avec mon cheval. Donc lundi, journée normale, mais quand même un peu tendue. Je me dis il va quand même pas débarquer avec son canasson. Et puis
tout à coup, il y a une Range Rover avec on appelle ça un van, je crois, et puis il descend le pont et il sort son petit canasson de son van. On essaie, évidemment, le cheval n'avait pas envie de rentrer dans le magasin. Je me souviens, on le poussait. Je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être que ça serait mal vu par les défenseurs de nos frères, les animaux. Mais il me semblait quand même que je l'ai vu sourire. Le cheval, il a quand même l'air content. Et on le met au fond et j'ai fait, et son gamin est monté sur le cheval s'appelait Apache, je me souviens, et tout à coup, il a marqué son territoire. Il a lâché. Il a lâché dans les tailles 48. Non. Ouais, mais ça, c'était à prévoir. Donc, c'est le cheval qui est à l'entrée, là, dans le mur de... Ouais, c'est du magasin. Cheval, Apache, ouais. C'est un grand moment. Ah, ouais, je peux imaginer. C'était un grand moment. C'était un grand moment. Ouais. C'était un grand moment. Puis tu vois, t'as les Griselidis qui passent. Je veux dire, moi, je connais évidemment toutes ces dames. Elles m'ont vu môme. Lydia, toutes ces dames qui travaillent dans le quartier depuis des années. Rosemary, que j'aime beaucoup, qui avait une Rolls, qui avait un hôtel, qui n'a plus rien, qui a le cancer maintenant, qui est seule. On se voit de temps en temps pour un café et tout, tu vois. Donc, je veux dire, on parle du passé. Tu sais ce que ça veut dire, les paquis ? Non, vous savez ce que ça veut dire, les paquis ? Dis-nous. C'est le lieu où paissent les bêtes. Ouais. Non. Mais oui, c'est le lieu où paissent les bêtes. C'est un lieu de pâturage. Il y avait des pâturages, c'est pour ça que ça s'appelle les paquis. Et ce lieu où paissent les bêtes est un lieu extraordinaire, qui est en train malheureusement de se gentrifier, un peu comme Carouge, puis on expulse à l'extérieur, par le centre. Tu as vu ce nouveau truc qu'ils ont construit là, vers Alfred Vincent, un truc... le bâtiment blanc avec... derrière l'hôtel. Derrière l'hôtel, un truc, il y a un truc incroyable. Quoi. Donc ça se gentrifie, voilà. D'un côté, ça se gentrifie, puis de l'autre côté, les petits commerces. Moi, je me souviens quand j'étais... Maintenant, je peux parler de ça, ça me fait rire. Quand j'étais môme, et je ne parle pas du 19e siècle, les DHL livraient à cheval. Je veux dire... mais ouais, il y avait Quand tu étais môme? Quand j'étais môme, DHL livrait à cheval. Il ne s'appelait pas DHL, il s'appelait, je crois, Natural Lecoultre ou Sauvin Schmitt. Et nous, on s'accrochait aux charrettes qui étaient tirées par les chevaux. Bordel de Dieu, tu te rends compte? Ah ouais, non, c'est incroyable. Tu te rends compte? C'était en 1900... moi, je suis de 54, j'avais 10 ans, 61, 62, 63... Donc toi, tu es un enfant des Paquis. Moi, je suis né là, ouais. Et tu as fréquenté l'école des Paquis. J'ai fréquenté l'école des Paquis, ouais. Avec René, François. René qui est devenu Macro, François qui est deuxième violon à la Suisse romande, donc avec avec Pagani qui est devenu maire. Tu vois, toute la bande. Ouais, toute la bande à Bono, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on sait qu'il y avait le boucher, le boulanger, etc., le cordonnier, le serrurier. C'était invraisemblable, le serrurier. Là, j'ai fait un boulot photo que je suis en train de continuer. J'ai photographié les vitrines. Moi, je trouve que la vitrine, on ne les regarde pas assez, les vitrines. Pas la marchandise qu'on te propose, mais ce qu'une vitrine véhicule. Moi, je trouve que les vitrines des magasins, c'est la peau d'une ville. Je veux dire, il y a une dermatologie de l'énergie commerciale dans la vitrine. Avec de nouveau, je veux dire, avec cette mise en abîme, il y a en même temps ton propre reflet, il y a une idée d'hologramme, de profondeur, parce qu'en même temps la vitrine,
elle éclaire la ville la nuit, elle produit de la frustration, hein, parce que quand une certaine jeunesse, et je la comprends, moi si j'avais 20 ans, moi je serais aussi en train de... je ne sais pas comment je m'engagerais, mais je m'engagerais activement. Mon fils le fait, il s'engage activement. Donc la vitrine producteur de frustration, la preuve, 1er mai à Zurich, les vitrines sont complètement défoncées, hein, on casse les vitrines. La vitrine... miroir dans lequel je peux me regarder. En même temps, je me vois dans la vitrine et en même temps, elle me piège parce que tout d'un coup, ma tête est au-dessus d'un buste avec tu vois ce que je veux dire, avec une marchandise. Elle a cette capacité à t'absorber, à te séduire, à te dire « Viens, touche-moi, viens vers moi ». Essaye de m'attraper, mais si tu veux m'attraper, me toucher, il faut que tu passes à travers. C'est quelque chose de fascinant, la vitrine. Quoi. Donc, c'est vrai qu'elle habille complètement la rue. Donc elle anime la rue, elle éclaire la rue, elle nous montre, elle nous met face à nos désirs, elle cherche à nous séduire pour nous absorber. Et en même temps, la vitrine, elle est en train de se lézarder, de se fissurer, de s'assécher, de mourir. Les villes sont en train de... Je veux dire, moi, dans ma poche, là, je peux aller voir une vitrine à Hong Kong, à La Paz ou à Vancouver. J'ai accès à toutes les vitrines du monde. J'ai ma petite vitrine portative sur moi, tu vois. Ça, c'est terrible. Tu vois, c'est terrible. Et j'ai travaillé là-dessus, je continue à travailler là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans la vitrine, c'est une espèce de poème, un art brut du poème commerçant. Venez chez moi, c'est moins cher. Là, par exemple, le mouton à 5 pattes... qu'est-ce qu'ils ont écrit, ils ont fait un truc, attends voir, j'ai photographié ce truc, c'est quoi déjà? Fermé 90%, puis en tout petit, pour ne pas. Va la voir, c'est fascinant, ils sont très habiles. Fermé, c'est marqué en très grand, à l'infinitif, en bleu, en tout petit, presque illisible, ne pas, pour ne pas, puis en dessous, 90%. Donc on cherche à séduire. Eux, ils séduisent de manière extrêmement efficace de cette manière-là. Moi, j'essaye de séduire à ma manière. Je veux dire, en offrant parfois ma vitrine à des artistes, moi, je trouve que la vitrine, c'est un moyen d'expression hyper puissant, quoi. Je veux dire, quand tu exposes des œuvres d'art ou de l'art ou des images ou de la peinture dans une vitrine, en 3 heures, tu as plus de gens qui passent devant que dans une galerie pendant un mois, tu vois. Clair. Tu vois, donc la vitrine, je trouve qu'elle est sous-exploitée, quoi. Donc... Et c'est vrai qu'à contrario, quand on rentre dans des rues où les vitrines sont fermées, où il y a des magasins fermés, je vois la tristesse que ça génère, ce sentiment d'abandon, la déshérence, la désolation. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très important de pouvoir se balader dans des lieux où il y a une activité. Parce qu'il y a des quartiers, je raconte juste là, puisque j'étais à Oran ces derniers jours, et ils construisent des quartiers énormes avec des buildings, etc. Mais il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. Donc c'est très triste. C'est stérile. C'est stérile. Il y a, bon, outre le fait qu'il n'y a pas de végétation, mais surtout, on se dit, mais il n'y a pas de vie. Non, il n'y a pas de vie. Et puis le grand capital, il fait une grande erreur parce qu'il est en train d'enlever
il est en train d'économiser sur la chose la plus importante qui soit, c'est-à-dire la relation humaine. Ils sont complètement à côté de la plaque, c'est con. Mais complètement à côté de la plaque, je veux dire. Quand je vais à la COP, quand je vais acheter des trucs pour ma mère, pour lui amener à manger, je vais à la COP, elle me dit « Mais monsieur, venez à la machine, ça va beaucoup plus vite. » Je lui dis « Madame, non, j'irai à la machine quand la machine payera ses cotisations sociales. » Non, mais tu rigoles, mais c'est ça. Je veux dire, Madame, est-ce que vous vous rendez compte? Encore maintenant à la Poste, il y a un zi que je connais bien qui me prend à l'entrée, qui me dit « Écoutez, vous avez paiement, vous pouvez le faire. » Je dis « Mais monsieur, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que on vous a donné la scie pour scier la branche sur laquelle vous êtes assise ?» Je veux dire... Et dans un autre sens, les tout grands génies du marketing, comme Hermès par exemple... Moi, j'admire beaucoup Hermès, c'est vraiment du luxe, du haut de gamme. Je veux dire, tout d'un coup, tu vois Madame Gonzalez avec un tablier et Hermès célèbre le travail de la main. Tu vois? Ils sont hyper habiles, quoi. Mais, je veux dire, nous, on fait ça toute la journée. Je veux dire, moi, ma retouche, elle est gratos. Je veux dire, la main, elle est prête. Je veux dire, la main... Nike, c'est des machines à popcorn, hein, donc il n'y a plus de main. Hein. Une chaussure comme ça, c'est 240 fois pris en main. Hein. Donc ça, 240 fois, dès le début jusqu'à la fin. Hein. Une Nike, pouf, là où puis il faut payer Federer et Nadal parce qu'ils portent leur c'est sur la pub et c'est de la merde. Pardon. Tu parles de ça, hein, mais je veux dire, non, c'est pas de la merde. Je veux dire, ça respire pas, ça ventile pas. Tu produis de la mycose. L'avènement du synthétique, l'avènement de la surenchère, de la production à outrance. Mais non, tout d'un coup, il y a un retour du bon sens. Tout d'un coup, il y a un retour du bon sens, il y a un retour... Sustainability, c'est ça. Parce que là tu refais écho aux matières. Tu disais, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu t'es investi. Est-ce que ça t'a permis de voyager dans les ateliers, chez le confectionneur? Mais évidemment. T'es allé quoi, en Turquie? Mais non. Moi, je suis allé en Allemagne. D'accord. Non. Ah ouais, moi, je connais pas. On est, je veux dire, en France, on a des très 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 bons bottiers en France qui vont très mal maintenant malheureusement parce qu'ils ont foutu leurs employés à la porte pendant le Covid et puis ils n'ont plus de compétences. Donc c'est le bordel. Mais non. Moi, mes collègues, il n'y a pas un de mes collègues qui n'a pas été en usine, qui n'a pas été dans une fabrique où on fabrique une chaussure. On est des pros. Je veux dire, on sait comment est fait un vêtement, on sait comment est construit un costume, une veste, on sait comment on tisse, on sait que on va chez des fabricants de pulls et on sait qu'un pull qui ne pluche pas dépend de la longueur du brin, etc. On sait tout ça. Du coup, alors en Europe, parce que je crois que c'est essentiellement en Europe que tu te fournis. Je veux dire, c'est essentiellement en Europe. Oui, je me fournis en France avec les pulls Saint-James. Ça, c'est au nord, non? Ouais. Des pulls fantastiques. Oui. Fantastiques, increvables. J'en ai un, il a 40 ans. Filson, aux États-Unis, c'est cher, c'est du haut de gamme. Ils font la même laine, ils tissent la même laine depuis 1890. Donc, ils font des espèces de grosses couvertes. Des gros trucs, tu sais, ces vestes rouges à carreaux très marqués, qui sont maintenant copiées. Donc, je vends ça. Je travaille avec Aristwide. Aristwide, c'est ça. C'est anglais? Aristwide, c'est tissé dans les Hébrides. C'est un tissu tissé sur des métiers mécaniques. Donc, des étoffes
fantastique. Mais là, c'est donc l'Angleterre, l'Écosse. Ouais. Donc ils font. Mais tu peux avoir un tissu anglais et puis il peut être monté au Vietnam. Hein. Ouais. Donc il faut vraiment distinguer le tisserand du fabricant. Le fabricant, lui, il achète des tissus chez le tisserand. Et évidemment que les tisserands qui ont les plus grandes parts de marché, qui ont la Chine, etc., je veux dire, ils imposent leurs standards. Ils imposent les grammages, les standards, ils imposent... voilà, donc on ne peut pas lutter. Les petits tisserands européens, ils ne font pas le poids, quoi. Ils n'y arrivent pas. Mais mes fabricants suisses, il y a des... je veux dire, moi j'ai assisté à l'effondrement de l'industrie suisse, quoi, textile suisse, quoi. D'abord, faut arrêter. Non, je regarde, il me reste 16 minutes de bande. De Dieu. Il y a de la bande là-dedans? Non. D'abord, vite fait, hein, je fonce. D'abord, les fabricants ont délocalisé au Portugal. Moi, j'avais un fabricant, le tout premier, il a délocalisé au Portugal. Ouais. Il a eu des contraintes, il a dû signer pour 10-15 ans avec l'État portugais. Il était d'accord de passer des accords avec le fabricant. Entre-temps, le marché bascule et c'est l'Est qui s'ouvre. Et on commence à aller au Vietnam, en Indonésie, en Chine. Et les autres fabricants commencent à délocaliser en Asie. Entre-temps, les grandes marques se font cloner, se font pirater. Contrefaçon. Hein. La contrefaçon, c'est le début de la contrefaçon. Et au lieu de les mettre à plat, je veux dire, c'est un peu un raccourci, je fais un peu un raccourci rapide. Au lieu de les mettre à plat et de les attaquer juridiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent écoutez, puisque vous le faites si bien, vous allez le faire pour nous. C'est comme ça que c'est comme ça que ça a commencé. Donc ils ont commencé. Après, ils ont envoyé un ingénieur à l'est et l'ingénieur pour des contrôles de qualité. Et puis après, ils ont complètement délocalisé. Après, ils ont foutu les ouvriers ici en Europe à la porte des usines. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et maintenant, c'est un peu tard. Et maintenant, eux, ils ont le savoir-faire. Maintenant, la Chine est un partenaire. D'ailleurs, M. Scholz est à Pékin maintenant aujourd'hui, parce que c'est devenu un partenaire incontournable pour Apple, pour Scholz, pour mes appareils photo, pour Volkswagen, pour VW et compagnie, quoi. Donc c'est comme ça que. Et maintenant, les grands distributeurs comme celui d'à côté, que j'admire énormément, maintenant ils misent tout sur le local. Maintenant c'est Monsieur Bétrison, agriculteur, qui vous livre le salon, qui vous livre la salade dans votre salon, etc. Tu vois, maintenant il y a ce retour. Francis, oui. Ton histoire personnelle, donc tu as le magasin existe depuis 1951. Ouais. C'est ton père qui l'a fondé. Oui, mon père a divorcé, il a épousé ma mère vite fait. Il a épousé ma mère horticultrice. Il voulait aller au Pérou pour foutre le camp. Ils se sont arrêtés à Genève. Ils ont aimé Genève, ils se sont installés à Genève. Mon père a reçu des sous de son père qui était un grand commerçant. C'était un fils de bourgeois, mon père. Ils ont ouvert ce truc et 10 ans plus tard, il meurt. Ma mère horticultrice reprend la boîte quand j'avais 10 ans. Elle fait ça pendant 10 ans.
Elle avait pas du tout, elle avait le sens du commerce, mais pas le sens de le côté technique lui échappait complètement. Si elle l'avait eu, si elle avait été en même temps une gestionnaire et une instinctive, une commerçante, parce que le commerçant et le gestionnaire, c'est pas du tout la même chose. L'un tient les rênes le commerçant. Il prend des risques et le gestionnaire il dit non, on peut pas, on n'a pas les moyens. Donc ma mère était une instinctive, une commerçante, elle fait ça pendant 10 ans, 12 ans et puis moi après je reprends quoi. Et le nom père et fils était dès le début père et fils. Déjà alors mon père était assis sur la terrasse avec le facteur. Et puis, il y a 2 types qui traversent la route et mon père demande, ça c'est la légende, hein, mon père demande au facteur c'est qui là, ces 2 messieurs. Puis le facteur il dit c'est Dubochet, père et fils. Puis à l'époque, tu vois. Et puis moi, quand j'ai repris, j'ai évidemment voulu faire mon Oedipe et j'ai changé je me suis dit, il faut que je fasse une rupture, il faut que je pisse dans mon coin et que je marque mon territoire. Je vais enlever père et fils, je vais appeler ça APF. Au père et fils, APF mode. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, après 1 ou 2 années, que c'était une connerie. Que père et fils était une marque... qui était une marque qui était vraiment implantée, elle est vraiment elle est inscrite dans le marbre, quoi. Tu vois. Et puis on peut la toucher, on sent quelque chose. C'est un nom qui porte beaucoup de... c'est un coup de... Père au fils. C'est ratissé large, c'est ratissé pour les vieux, pour les jeunes, c'est pour... Un jour, j'ai habillé... un banquier, un punk, en même temps, il y avait le punk qui était dans le magasin, puis le banquier qui était un des directeurs du Crédit Suisse, et ben, on arrive à gérer ces 2 extrêmes. Ton ancrage au Pâquis, tes souvenirs par rapport à ce quartier, ton meilleur souvenir? Mais j'en ai des centaines de meilleurs souvenirs, mais il n'y a plus de bande. Non, il y a encore... J'ai cru qu'il restait 30 secondes, maintenant il reste 1 minute. 1 minute 8. C'est quand il n'est pas très vieux, c'est quand à dimanche au milieu de la nuit, j'ai pris mon échelle et que Griselidis était parti. Et le conseil administratif ne voulait pas l'enterrer au cimetière des Rois parce qu'il trouvait qu'elle n'avait pas d'envergure hors des frontières. Alors, comme elle n'avait pas d'envergure hors des frontières, ce qui n'est pas vrai, parce qu'elle s'est vantée d'un tas de trucs, je ne veux pas devenir graveleux, mais elle a connu l'abbé Pierre. Donc, j'ai fait une plaque Griselidis réal péripatéticienne et artiste, je me souviens plus, et puis je les ai collés à 3 heures du matin sur les plaques de la rue de Berne. Sur les plaques de la rue de Berne, pas au-dessus ou à côté, non? Non, tu les as masqués. J'ai changé la rue pour faire plaisir à Griselidis. Ça, c'est un joli souvenir. Ouais. Ça m'a fait plaisir pour elle, donc, mais j'en ai plein d'autres. Hein. Voilà. J'ai plein d'autres questions, mais... Encore une? Allez, une. Qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais changer quelque chose dans ce quartier, dans ton magasin, ancré dans ce quartier? Si tu avais la baguette magique, par exemple. Mais de refermer la rue, de rendre la rue à ses habitants, quoi. Je l'ai fait 12 ou 13 fois, je me souviens plus, mais je veux dire, débarrasser les bagnoles et puis faire la fête au milieu de la rue, quoi, dans la rue. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai un client qui est venu, il m'a dit espèce de coco communiste, retourne à Moscou, parce que j'avais
trouvait qu'il fallait débarrasser la rue de ses bagnoles pour la rendre à ses habitants au moins une fois par année. Maintenant, il y a les ruettes à vous et il y a tous ces trucs-là, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il y a trop de bagnoles, quoi. Je trouve qu'il faut rendre la rue, il faut rendre la ville, il faut la rendre confortable, agréable, vivante. Il faut des loyers abordables, il faut, je veux dire, pas soutenir le commerce, mais il faut que quand un boucher ferme, il faut pas qu'il y ait une assurance qui reprenne, il faut que ce soit un boucher. Oui. Quand un commerçant comme moi de fringues disparaît, il faut qu'il y ait des fringues. Il faut que la pluralité des propositions soit respectée. Il y a des coins sympas pour se réunir avec les enfants. Mais oui, parce que les gens, on est de plus en plus. Regarde, on a été isolés là pendant le Covid. Je veux dire, moi, je suis un producteur de liens. Le commerce, c'est produire du lien. C'est pas seulement faire du fric, c'est pas seulement vendre des produits. Je veux dire, il y a des gens qui rentrent chez moi, qui s'assiedent, qui restent un moment et qui repartent. Sans acheter, parce qu'ils ont du plaisir, parce qu'on a besoin, on a besoin de se toucher, on a besoin des uns des autres, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir du Vivaldi quand tu es au téléphone, taper 1, si c'est de l'anglais, taper 3. N'oubliez pas que par mesure de formation, vous êtes enregistré, pauvre con. Ouais, ouais. Bah ouais. Bon, je ferai pas mon commentaire. Voilà. Parce que je suis des fois trop pessimiste. Hein? Non, je ferai pas de commentaire parce que je suis souvent très pessimiste. Ouais, non. Mais tu sais, dans cette période un peu, c'est dans ces périodes justement où tout est remis en cause, qu'il y a de la créativité. Moi je pense que c'est dans les moments de crise qu'on peut se réinventer, quoi. Hein? Et ça se réinvente aussi. On est en train, je veux dire, d'en prendre, je veux dire, on a l'Occident, notre culture, elle a tenu le haut du pavé. On a entubé la Chine, on a utilisé la Chine pour faire fabriquer nos produits le meilleur marché possible. Maintenant, changement de paradigme. Maintenant, c'est à eux ou à l'Afrique que l'Afrique qu'ils prennent le pouvoir. Nous, on est en plein déclin. On est en plein déclin. Donc, on est en déclin. Mais un déclin amène une transformation, amène un renouveau. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les trucs, quoi. Donc, est-ce que tu as un message à donner aux futures générations? Oui, réfléchissez avant de vous faire entuber. Hop là. T'as encore de la place? Ouais, on peut encore rigoler 2 minutes 39. Bah écoute... Réfléchissez avant de vous faire entuber, c'est bien. Moi, je trouve qu'on termine. Enfin, à moins que tu veux encore rajouter des choses, je pense pour moi c'est bon. Ou développer sur cette idée. Je veux dire, pour avoir le sens critique, je veux dire, le grand problème aussi le grand problème aussi, si tu veux, du réseau social, de l'informatique, du téléphone qu'on a tous dans la poche, c'est qu'il n'y a plus d'avant et il n'y a plus d'après. Il y a une espèce de jouissance instantanée, une gratification instantanée. J'ai l'impression qu'on est tous dans une espèce de jouissance nymphomaniaque de l'instant, du présent. Et moi, je trouve que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris, c'est aussi parce que j'ai peut-être un peu plus d'heures de vol, qu'on ne pouvait pas penser aujourd'hui sans avoir compris d'où on vient. Je veux dire, si aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui s'est passé,
ou du passé. Je veux dire, on est le produit d'une histoire. Donc, je trouve important de s'intéresser un tout petit peu à ce qui nous a précédés. En tout cas, j'ai envie de conclure parce qu'il ne nous reste que 58 secondes, voilà. 46. Cool. Allez, on va se boire un café. Merci beaucoup. Ça a été ou bien? C'était super. Génial. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment, d'avoir pu être, moi, en tout cas, présent ici avec toi. C'était super. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. C'est fini.